Tout a commencé par un chuchotement venu de Bruxelles, une fuite si infime qu'on aurait pu la balayer d'un revers de main. Mais ces mots murmurés avaient de la force d'une déflagration économique. À huis clos, Donald Trump, face aux alliés de l'OTAN, lança une exigence glaciale. Haussez les tarifs sur l'Afrique, faites-les plier ou regardez-les mourir de faim. La cible ne souffrait aucun doute la sève brute de l'Afrique. Le pétrole et l'or, deux trésors sans lesquels les économies occidentales vacilleraient en une seule nuit. Trump redoutait que si les BRICS verrouillaient ces richesses, l'emprise de Washington sur l'ordre mondial se désagrégerait. Pour l'Afrique, le message résonnait comme une sentence: abandonner sa souveraineté ou étouffer sous l'asphyxie économique. Mais à Ouagadougou, la réplique prit un tout autre ton. Le capitaine Ibrahim Traoré ne scia pas. Il nomma les choses sans détour. Une guerre économique travestie en diplomatie. Et au lieu du silence, il prépara la riposte. Ce qui allait suivre allait secouer l'Afrique, l'OTAN et le monde tout entier. Cette fuite n'avait rien de fortuit, elle provenait de l'intérieur. De la salle même où la décision avait été scellée. Lors d'une réunion à huis clos à Bruxelles, Washington accabla ses alliés de pression, haussez les tarifs sur l'Afrique, coupez-les jusqu'à ce qu'ils retombent dans la dépendance. Le message était implacable. Les cibles limpides le pétrole et l'or africain le souffle vital de nations entières. Ces deux ressources jumelles, sans lesquelles l'industrie occidentale vacillerait, du jour au lendemain. La plupart des dirigeants européens gardèrent le silence. Mais pas tous. Parmi eux, l'un ne put étouffer sa conscience. Il savait ce qu'une telle décision signifiait: une guerre économique travestie en diplomatie, un nouveau cycle de souffrance imposé à des millions d'âmes. Et pourtant, prendre la parole publiquement aurait été un suicide politique. Alors, un autre choix fut fait. Tard dans la nuit, une page unique du mémo classifié glissa discrètement entre les mains d'un journaliste européen anonyme. Pas par les voies officielles, pas pour le pouvoir, mais comme un acte de résistance silencieuse, son article fut bref. Mais détonnant, Washington avait poussé l'Europe à préparer en secret des tarifs destinés à étrangler les exportations africaines de pétrole et d'or, forçant le continent à plier le genou. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'y vit pas une rumeur. Mais ce que c'était réellement une déclaration de guerre contre la dignité africaine, les révélations se propagèrent comme une traînée de poudre. En quelques heures, les échos du mémo fuitaient jusque dans les capitales africaines. Les rédactions locales s'emparèrent des gros titres « L'Europe vise le pétrole et l'or de l'Afrique » sur les réseaux sociaux. La jeunesse posait la même question: combien de temps allons-nous encore laisser d'autres dicter notre avenir à Ouagadougou? Ibrahim Traoré n'attendit pas une seconde. Il convoqua ses conseillers avant l'aube. L'atmosphère était tendue, mais maîtrisée. Ce n'est pas une question de tarif, dit-il, sa voix tranchant le silence. C'est une question de contrôle. Ils veulent notre pétrole, notre or et notre souveraineté. Si nous plions aujourd'hui, demain nous serons esclaves. Dès la mi-matinée, des appels d'urgence traversèrent le Sahel-Mali, Niger, Guinée et au-delà. Traoré exigea une rencontre, non pas de diplomates, mais de dirigeants conscients de l'enjeu vital. En quelques jours, un sommet à huis clos s'ouvrit, ni à Paris, ni à Genève, mais au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Derrière de lourdes portes, l'air vibrait de défiance. Chaque dirigeant décrivit la même mécanique, l'or siphonné par des contrats opaques. Les champs pétroliers sous la coupe d'intérêts étrangers, les revenus s'évaporant au loin, tandis que les villages demeuraient dans la misère. Pour la première fois depuis des décennies, le ton changea. Il ne s'agissait plus de mendier de l'aide, mais de se dresser ensemble. Et Traoré donna le ton: s'ils osent nous imposer des tarifs, alors nous oserons davantage. Nous fermerons le robinet du pétrole et de l'or vers leur marché, et nous trouverons de nouveaux partenaires qui nous respectent. Un silence lourd tomba dans la salle. Puis, un à un, les chefs hochèrent la tête. La décision était risquée, périlleuse même. Mais en cet instant, les voix dispersées de l'Afrique commencèrent à se fondre en une seule, inflexible et unanime. La nouvelle de la décision fuit aussitôt, non par des communiqués officiels, mais à travers les voix du peuple ordinaire. Les radios relayaient des bribes de discours, et bientôt,
Les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey vibrèrent de chants. S'ils veulent notre pétrole et notre or, ils devront aussi prendre notre dignité. Les marchés bruissaient d'inquiétude. Les commerçants, à voix basse, redoutaient une flambée des prix, des pénuries qui viendraient. Si l'Europe osait vraiment relever les tarifs, dans les villages poussiéreux, les paysans se demandaient si leur récolte trouverait encore preneur. Les mères s'inquiétaient des frais de scolarité, des médicaments, de cette frontière fragile entre survie et famine. Mais sous la peur brûlait autre chose, la fierté. Depuis des décennies, les Africains voyaient leur pétrole foré, leur or expédié, tandis qu'on leur demandait d'être reconnaissants pour des prêts et de l'aide. Pour la première fois, leurs dirigeants osaient dire non. Sur la place de l'Indépendance à Ouagadougou, un étudiant brandit une pancarte « Mieux vaut endurer la faim une année que l'esclavage un siècle entier ». La foule répondit par un rugissement. Traoré, lui, connaissait le prix. Il savait que geler les exportations resserrerait la ceinture de tout un continent. Et pourtant, lorsqu'il apparut à la télévision nationale, ses paroles résonnèrent plus fort que n'importe quelle promesse de réconfort. Nous souffrirons peut-être à court terme, mais souffrir avec dignité vaut mieux que de vivre éternellement à genoux. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des hommes et des femmes jadis impuissants commencèrent à se voir comme partie d'un combat plus grand. À travers l'Afrique, le murmure devint un chœur. « Tenez bon, nous sommes avec vous ». Le choc en Europe fut immédiat, irréfutable. Des marchés qui, depuis toujours, considéraient les ressources africaines comme un simple bruit de fond, découvrirent soudain qu'ils fixaient l'abîme droit dans les yeux. À Francfort, les traders virent le prix de l'or s'envoler comme une fusée, leurs écrans clignotant de rouge à chaque hausse. À Paris, les stratèges de l'énergie reconnurent à voix basse que plus de la moitié de l'uranium alimentant le réseau nucléaire français provenait du Niger, une bouée de sauvetage désormais menacée. Et à Milan, les dirigeants de l'industrie automobile électrique européenne se rassemblèrent en panique. Sans cobalt ni lithium du Congo, leurs usines s'arrêteraient net. Leur révolution verte s'effondrant avant même d'avoir pris racine. Mais le point de pression le plus dangereux restait le pétrole et l'or africain. Du pétrole jaillissant des puits du Sahel, acheminé par le golfe de Guinée, maintenait les raffineries méditerranéennes en vie. L'or africain, dont une grande part transite par le Burkina Faso et le Mali, soutenait la sécurité financière de systèmes bancaires entiers. Ces deux ressources n'étaient pas des luxes, mais de l'oxygène. Et désormais, Traoré avait posé sa main fermement sur la valve. À Bruxelles, les ministres s'engouffrèrent dans des réunions nocturnes. Depuis des années, ils parlaient en public de partenariat, d'aide, de croissance partagée, mais les mémos sur leur bureau racontaient une autre histoire, celle de la dépendance. L'Europe avait besoin de l'Afrique bien plus que l'Afrique de l'Europe. Et pour la première fois depuis des décennies, tous, dans la salle, le savaient. Dans les huis clos de Bruxelles, le débat devint âpre. La voix de Washington dominait les écrans de conférence, exigeant que l'Europe fasse bloc. Derrière tarifs et restrictions financières, l'Afrique rampera de nouveau, déclara un conseiller américain, une fois leurs trésors épuisés. Mais tous les Européens présents n'acquiescèrent pas. Certains fixaient des graphiques montrant des raffineries à l'arrêt, des pénuries d'or et des contrats de cobalt glissant déjà vers les mains chinoises. Ils savaient que punir l'Afrique pouvait se retourner contre eux avec une rapidité dévastatrice. Un ministre allemand fit entendre la première note de dissidence. Les sanctionner, c'est nous sanctionner nous-mêmes. Notre industrie automobile ne survivra pas sans le cobalt du Congo. Nos réseaux ne tourneront pas sans l'uranium du Nigeria. Ces paroles tombèrent lourdement. Mais il n'osa pas aller plus loin. S'opposer ouvertement à Washington, c'eût été un suicide politique. Alors, à la place, les murmures du doute se répandirent discrètement dans les couloirs. Jamais ces doutes n'entrèrent dans les procès-verbaux officiels. Pendant ce temps, les partis d'opposition en Europe flairaient l'odeur du sang. À Berlin, des députés demandaient pourquoi les travailleurs ordinaires devraient-ils payer le prix d'une guerre tarifaire contre l'Afrique à Paris. Les syndicats avertissaient de licenciements si l'or venait à manquer. Même à Londres, des commentateurs dans des émissions nocturnes osaient poser l'impensable « Avons-nous sous-estimé la puissance de l'Afrique ?» Mais la voix de Trump couvrait tout. Dans des meetings diffusés à la planète entière, il promettait d'enseigner à l'Afrique sa place, présentant la crise comme une épreuve de la domination occidentale.
La foule rugissait d'approbation, mais les diplomates, ailleurs, entendaient autre chose, le bruit d'un ordre mondial qui se fissurait sous le poids de sa propre arrogance. Tandis que l'Europe se débattait dans ses divisions, les nations des BRICS avançaient avec une précision silencieuse. À Pékin, les responsables du commerce annoncèrent des lignes de crédit d'urgence, destinées aux exportateurs africains. Contournant totalement les banques occidentales, Moscou dépêcha des délégations, proposant des coentreprises dans l'or, le raffinage et le forage pétrolier, promettant qu'aucun tarif ne toucherait un seul baril une fois rebaptisé sous contrats eurasiens. New Delhi avança peut-être l'acte le plus audacieux, un engagement à acheter le brut sahélien sur le long terme, garantissant un marché même si l'Europe tournait le dos. Chaque geste envoyait un signal clair, l'Afrique ne resterait pas seule. À Ouagadougou, ces offres arrivaient comme des bouées de sauvetage. Pourtant, Traoré et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel restaient prudents, ils connaissaient l'enjeu. Accepter trop vite des accords extérieurs pouvait simplement remplacer une dépendance par une autre. Alors ils avancèrent pas à pas. Des équipes d'économistes et d'ingénieurs furent dépêchées, chargées de sécuriser les réserves de pétrole et d'or. Des troupes aux frontières fortifièrent les zones minières, s'assurant qu'aucun sabotage ne puisse étouffer l'approvisionnement à la source. Et au cœur du sommet, les dirigeants commencèrent à rédiger un cadre non pas pour survivre, mais pour affirmer leur souveraineté, une charte africaine des ressources, qui traiterait le pétrole, l'or et autres matières premières non comme de simples marchandises, mais comme des instruments d'indépendance. Pendant des décennies, l'Afrique avait été contrainte de réagir, mendiant des aides, ployant sous les sanctions, s'ajustant à des conditions fixées ailleurs. Mais pour la première fois, c'était le continent qui définissait les règles du jeu. Et alors que les lumières de Bruxelles brûlaient tard dans la nuit, les dirigeants européens prenaient conscience de l'impensable, l'équilibre du pouvoir sur l'or et le pétrole n'était plus sous leur commandement. La contre-attaque ne vint pas avec des chars ni des missiles, elle s'infiltra en silence, revêtue du langage de la finance et de la technologie. Quelques jours seulement après le sommet de la défiance africain, les banques européennes commencèrent à geler les comptes liés aux entreprises publiques du Burkina Faso et du Mali. Des cargos chargés de brut et de lingots d'or furent retenus dans les ports méditerranéens. Leurs documents soudainement mis en révision. Les compagnies d'assurance, toutes basées dans les capitales occidentales, refusèrent de couvrir les cargaisons africaines, laissant les exportateurs bloqués avec des barils de pétrole et d'or qu'ils ne pouvaient plus écouler. Puis, vint l'assaut numérique des unités cybernétiques anonymes, infiltrèrent les serveurs gouvernementaux de Ouagadougou et de Bamako, faisant s'effondrer des sites, perturbant les transferts financiers et frappèrent au cœur même des systèmes censés protéger les flux de ressources. Sur les écrans de télévision européens, une campagne médiatique coordonnée dépeignait Traoré comme imprudent, un populiste autoritaire menant sa nation à la ruine. Les éditoriaux avertissaient que le pari de l'Afrique se solderait par la faim, le chaos, et que les Africains ordinaires se retourneraient contre leurs dirigeants dès que les privations deviendraient insupportables. Mais la réalité sur le terrain racontait une autre histoire. Oui, le prix du carburant augmentait, les médicaments se faisaient rares, les familles ressentaient le poids des pénuries. Pourtant, au lieu de plier sous la pression, les communautés resserraient les rangs. Des bénévoles distribuaient de la nourriture dans les villages reculés, des étudiants organisaient des réseaux de solidarité pour maintenir les écoles ouvertes, tandis que les paysans mutualisaient leurs moyens afin que les récoltes parviennent au marché sans dépendre d'intermédiaires étrangers. Ce qui devait briser l'Afrique la soudait paradoxalement davantage. L'escalade survint rapidement. Des drones non identifiés commencèrent à rôder dans le ciel sahélien, leurs ombres glissant sur les sables du désert. Officiellement, ils surveillaient des opérations. Mais chacun savait que l'espionnage n'était qu'un prélude. Dans les ports côtiers, les cargaisons de cacao et de café africains se virent soudain imposer des tarifs triplés. Ce qui, jadis, était célébré comme partenariat. Ces denrées étaient désormais traitées comme de simples pions dans une partie d'échecs économiques implacables dans les capitales africaines. Les alarmes retentissaient chaque jour. Les réseaux électriques vacillaient sous les cyberattaques. Les entrepreneurs étrangers abandonnaient discrètement les chantiers d'infrastructures, invoquant l'instabilité. Les ambassades occidentales diffusaient des alertes voyages, asséchant en une nuit les revenus du tourisme.
La pression visait non seulement les gouvernements, mais aussi le moral des peuples, pour convaincre les citoyens ordinaires que résister était vain. Mais Traoré déchiffra le stratagème. Lors d'une réunion d'urgence de l'AES, il déclara à ses pairs « Ils veulent dresser nos peuples contre nous. Ils pensent que l'épreuve nous brisera. Mais l'épreuve n'est pas une nouveauté pour l'Afrique. La véritable ennemie, c'est la dépendance. » Ces mots résonnèrent profondément. L'AES répondit par des mesures qui stupéfièrent les observateurs. Les convois de ressources étaient désormais escortés par des forces de sécurité conjointes. Les banques locales mirent en place des systèmes de paiement adossés à l'or afin de contourner les transferts occidentaux. Des ingénieurs au Niger et au Mali travaillaient nuit et jour à stabiliser les réseaux électriques, tandis que le Burkina Faso annonçait la création d'un fonds national de réserve, alimenté par les revenus du pétrole et de l'or. Ce n'étaient pas des gestes désespérés, mais des signaux de résilience. L'Occident voulait acculer l'Afrique, mais, au contraire, l'Afrique apprenait à se tenir debout seule. Et chaque tentative manquée de fracturer le continent ne faisait que resserrer les liens qui, jadis, semblaient fragiles. Le tournant ne vint pas d'un champ de bataille, mais d'une diffusion télévisée un soir. La télévision nationale interrompit ses programmes habituels pour montrer Ibrahim Traoré debout, derrière un simple pupitre. Il n'était pas entouré de généraux en uniforme rutilant. Autour de lui se tenaient plutôt des mineurs, encore couverts de poussière sur leur bleu de travail, des paysans aux mains calleuses et des ingénieurs aux vestes usées. Ensemble, ils incarnaient l'arrière-plan d'un autre type de puissance. Le discours de Traoré était limpide, sans phare et impossible à ignorer. On dit que nous sommes imprudents. Moi, je dis nous sommes libres. Le pétrole et l'or n'appartiennent pas à l'Europe. Ils appartiennent à l'Afrique. Et dès aujourd'hui, ils ne couleront plus sans dignité. Les mots traversèrent les ondes, portés par les radios des villages et diffusés en streaming sur les smartphones des grandes villes. La réaction fut électrique. À Lagos, des fresques apparurent du jour au lendemain, montrant des barils de pétrole drapés des drapeaux africains. À Kinshasa, les marchés éclatèrent en acclamations lorsque le discours fut rediffusé. À travers la diaspora, les jeunes Africains publièrent une seule phrase. « Si Traoré tient, nous tenons ». Sur la scène internationale, les répercussions furent immédiates. Les médias occidentaux tentèrent de présenter le discours comme un populisme défiant. Mais l'image d'ouvriers côte à côte avec leur président résonna bien au-delà de l'Afrique. En Amérique du Sud, des militants tracèrent des parallèles avec leur propre lutte contre l'exploitation des ressources. En Asie, certains commentateurs parlèrent d'un nouvel axe de dignité pour l'Europe et les États-Unis. Le cauchemar venait de se matérialiser. Plus ils tentaient d'isoler l'Afrique, plus ses dirigeants apparaissaient non comme des rebelles, mais comme des pionniers. L'embargo n'avait pas fracturé l'Afrique. Il avait forgé une identité nouvelle. Au moment même où l'Europe croyait que la situation ne pouvait empirer, une révélation éclata comme un coup de tonnerre. Un rapport d'investigation, signé par le même journaliste européen anonyme qui avait dévoilé les plans tarifaires, réapparut. Cette fois, il contenait des correspondances fuitées des courriels et des projets de contrats entre de grands conglomérats occidentaux et des responsables de haut rang. Les documents révélaient que, bien avant l'annonce de la stratégie tarifaire, des accords secrets avaient déjà été rédigés pour privatiser les champs pétrolifères et les mines d'or africains, sous couvert de prétendus programmes de stabilisation d'urgence. Le langage en était glaçant de franchise. Les réserves pétrolières du Niger devaient être louées pour 50 ans à un consortium d'entreprises occidentales, à des prix dérisoires. L'or du Burkina Faso devait échapper aux trésors africains, redirigé intégralement vers des comptes offshore, contrôlés depuis Londres. Ce plan n'avait rien à voir avec des tarifs, il visait un contrôle permanent. Quand l'affaire éclata, l'indignation balaya le continent. À Bamako, des foules prirent d'assaut les bureaux des compagnies étrangères, exigeant des comptes. À Ouagadougou, Traoré convoqua une nouvelle session d'urgence, sa voix mesurée mais ferme. Le masque est tombé. Il n'a jamais été question d'équité. C'était un vol, maquillé en politique, pour les Africains ordinaires. La révélation renforça la détermination. Les sacrifices prix élevés, pénuries parurent soudain moins comme une punition et davantage comme une preuve
preuve que leurs dirigeants les protégeaient d'un schéma séculaire qui se répétait. Les retombées furent immédiates, les dirigeants européens s'empressèrent de nier les documents, les qualifiant de fabrication. Mais les détails étaient trop précis, les chiffres trop exacts, les signatures trop familières. Des analystes financiers confirmèrent que ces projets de contrat reflétaient des arrangements passés, empruntés à l'ère coloniale. Pour beaucoup d'Africains, ce n'était pas un choc, mais la confirmation de ce que leurs grands-parents avaient toujours prévenu. Les chaînes de la dépendance n'avaient fait que changer de forme. Alors, déclara Traoré, se tenant devant une salle comble de parlementaires africains, il proclama « Ils ne voulaient pas seulement nous voler notre pétrole et notre or, mais aussi notre avenir. Si nous cédons, alors chaque sacrifice enduré par notre peuple n'aura aucun sens. Mais si nous résistons, leur rapine deviendra notre renaissance. » L'hémicycle éclata en applaudissements. À travers le continent, l'élan s'intensifia. Les dirigeants de l'AES annoncèrent une enquête conjointe sur tous les contrats étrangers signés au cours des 2 dernières décennies. À Dakar, Lagos et Kinshasa. Les manifestants brandissaient des pancartes, plus de chaînes cachées. Même les diasporas, à Paris comme à New York, se mobilisèrent, réclamant transparence aux multinationales occidentales. Le récit avait totalement basculé. Ce qui n'était qu'un litige tarifaire s'était mué en quelque chose de bien plus vaste, un référendum sur le droit de l'Afrique à contrôler ses propres richesses. Et pour la première fois de mémoire vivante, l'Afrique n'était pas sur la défensive. C'était l'Occident qui s'agitait pour se justifier, pris dans la lumière crue de sa propre hypocrisie. Quand la poussière retomba, une vérité demeura inébranlable, l'Afrique avait tenu bon. Ce qui avait commencé par des murmures de tarifs s'était transformé en tempête, révélant l'ampleur de la dépendance occidentale et les moyens extrêmes déployés pour s'y accrocher. Pourtant, face à chaque sanction, chaque calomnie, chaque contrat occulte, le continent avait répondu par l'unité. Le pétrole et l'or du Burkina Faso n'étaient plus des symboles de pillage, mais de puissance. Ils devinrent le cri de ralliement d'une génération qui refusait de plier, même face aux épreuves. Les villages se serraient de la ceinture, les citoyens enduraient les pénuries, mais la dignité demeurait intacte. Et dans cette dignité, quelque chose de nouveau naquit, la conviction que l'avenir de l'Afrique pouvait s'écrire, non pas dans des conseils d'administration étrangers, mais dans les mains de son propre peuple. Debout devant une mer de drapeaux, à la session de clôture du sommet de l'AES, la voix de Traoré franchit les frontières. Il croyait que la faim nous réduirait au silence. Au contraire, elle nous a éveillés. À partir de ce jour, l'Afrique n'est pas un marché. Ils nous rencontreront en égaux ou pas du tout. Et tandis que ces mots résonnaient, ce n'était plus seulement un discours, c'était le commencement d'un nouveau chapitre. Si vous croyez que la dignité de l'Afrique vaut plus que l'or, partagez cette histoire, que le monde entende la voix d'un continent qui s'élève.